Bonjour les amis, je me présente, je m'appelle Ali Chaima, je suis votre hôte aujourd'hui. Bienvenue sur le Ali Chaima Podcast. Ça fait un moment que nous avons posté de manière hebdomadaire des épisodes. Maintenant, nous essayons de retourner à nos bonnes habitudes. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, nous sommes dans un nouveau studio. Pour ceux qui nous regardent sur Spotify, vous pouvez voir que notre épisode est vidéo. Pour d'autres, elle restera audio jusqu'à nouvel ordre. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu du mal à me décider sur le sujet de notre conversation aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce que je dois parler de quelque chose qui a trait aux finances, de quelque chose qui a trait au succès personnel ou de quelque chose qui a trait au développement personnel. Et je me suis dit que le succès personnel a des facteurs financiers et aussi a des facteurs de développement personnel. Et la question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être financièrement stable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être financièrement stable? C'est une question que beaucoup ont posée. D'autres ont trouvé des réponses plus rapidement que le reste, en étant des athlètes, musiciens, alors que pour le plus grand nombre d'entre nous, nous devons chercher un boulot. Nous devons chercher un boulot, travailler sur ce boulot-là et évoluer dans la compagnie. Maintenant, je parle toujours par rapport à la majorité. Mon discours n'inclut pas les athlètes, ceux qui ont gagné le, la loterie, ceux qui sont musiciens. Quand je dis musiciens, je parle des 1% qui vivent bien par rapport à leur musique. Parce que je sais que pour la plupart des musiciens, c'est pas trop ça. Donc, comment partir de zéro à être financièrement stable? Je dirais que ce n'est pas, ce n'est pas du coup, mais c'est une transformation plutôt lente. Je m'explique. J'ai lu un livre qui s'appelle How to Build Wealth. J'ai oublié par qui ça a été écrit. C'est un Américain en tout cas qui a écrit ça. Et j'ai aimé les étapes qu'il a utilisées pour construire sa fortune. Il a dit que le premier élément le premier élément que tu as, c'est ton temps. C'est la première ressource que tu as, c'est ton temps. Et si tu sais bien utiliser ton temps va t'aider à construire cette fortune personnelle. Il a détaillé ça, il a dit que, premièrement, prends ton temps pour trouver un boulot. Donc, c'est-à-dire que tu dois utiliser ton temps pour te faire de l'argent. Donc, la première manière de se faire de l'argent, c'est de trouver un boulot. Et par la suite, il a dit de développer des compétences. Donc, lorsque je parle de développer des compétences, je parle de soit acquérir des connaissances précises dans un domaine, c'est-à-dire médecine, ingénierie, menuiserie, architecture, maçonnerie, etc., etc. Acquérir des compétences à l'aide d'une formation. Pourquoi? Parce que lorsque tu acquéris cette compétence-là, elle va te permettre d'être mieux payé. Parce que la majorité d'entre nous, lorsque l'on rentre dans, dans le monde du travail, sans expérience, sans on appelle ça, sans formation, on est sous-payé. On est payé à la plus basse échelle, en fait, au plus bas échelle, en fait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes ne comprennent pas lorsque ils veulent directement se lancer
dans le monde de l'emploi sans qualification et sans expérience, vous allez être sous-payé. Maintenant, c'est à vous d'acquérir des compétences et de l'expérience nécessaires pour pouvoir être mieux payé. C'est pourquoi il y a certains qui vont à l'école, il y a certains qui prennent des trainings sur différentes industries pour développer et comprendre un peu mieux l'activité que tu veux faire. Donc, si vous me suivez jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est trouver un boulot. Trouver le boulot, développer des compétences par rapport à ce boulot. Maintenant, imagine-toi, tu as eu le bac. Tu as eu le bac et puis je te pose la question, est-ce que je dois travailler ou est-ce que je dois étudier? Le problème qu'il y a, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux étudier. Moi, par exemple, je te conseillerais de prendre une année sabbatique après le bac. Cette année sabbatique n'est pas faite pour que tu puisses aller fêter. Ce n'est pas fait pour que tu puisses faire la bamboula, voyager. Non. Cette année-là, je voudrais que chaque 3 mois, tu aies un boulot dans un secteur qui t'intéresse. Même si c'est sous-payé, vas-y. Si, par exemple, tu t'intéresses à l'architecture, deviens aide-maçon pour voir comment ça se passe de l'extérieur, en fait. Si tu veux être dans la télécommunication, euh, va être secrétaire dans une compagnie de communication. Si tu veux être, en tout cas, tout ce que tu veux être, essaie de rentrer par la petite porte pour avoir une idée. Est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire? Parce que de loin, on peut s'imaginer des choses que oui, moi, je veux être ingénieur. Mais tu n'as jamais été autour des activités d'un ingénieur. Tu n'as pas d'idée sur comment les choses se passent. Prends la petite porte et essaie de t'intéresser de manière pratique, de te rapprocher, de savoir, attends, qu'est-ce qu'un ingénieur fait? Qu'est-ce qu'une compagnie d'ingénierie, comment une compagnie d'ingénierie fonctionne? Donc, quand tu prends cette année sabbatique-là, c'est pour te permettre de goûter les différents goûts et industries qui t'intéressent. À la fin de cette année sabbatique, il te faut maintenant choisir la filière que tu veux étudier. Après que tu aies choisi la filière que tu veux étudier, ici aux États-Unis, par exemple, après 2 ans, à ta deuxième année d'études, tu peux faire des internships, comment on appelle ça en français? Euh, des stages, oui, des stages. Tu peux faire des stages. Donc, après ta deuxième année, je te conseille de faire des stages. Parce que quoi? Lorsque tu fais des stages, tu mets ton nom en avant dans cette compagnie. Cette compagnie sait que oui, Hardy Chaima étudie, je prends un exemple, étudie quoi? Des sciences économiques. Il était stagiaire ici, il s'occupait d'aider la secrétaire. Comme ça, quand je finis euh, mon parcours, mon cursus, quand j'ai mon bachelor, je peux revenir parce qu'ils me connaissent déjà, un, et de deux, lorsque j'étais stagiaire, je faisais un bon boulot. Parce que l'erreur que moi j'ai faite, je me suis dit, il faisait bon que je fasse l'école, après je vais me mettre à chercher le boulot, et non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand tu pars à l'école, tu n'es pas le seul qui part. Il y a beaucoup d'entre nous qui partent à l'école. Et le problème qu'il y a là, c'est qu'il y a beaucoup aussi qui postulent dans les mêmes postes que toi, tu veux postuler. Et la question à se poser, c'est pourquoi toi, on va te prendre, pourquoi on ne va pas prendre l'autre? Et lorsque les candidats ont presque le même niveau de qualification,
ils choisissent, les compagnies choisissent les candidats par rapport à des facteurs, externes qui n'ont rien à voir avec le boulot. C'est-à-dire que tu connaissais le manager ou tu as laissé une bonne impression sur la personne qui recrute quand tu étais stagiaire et il s'est dit, bon, voilà, moi, j'ai envie de travailler avec ce monsieur parce que ce monsieur, j'aime sa manière de travailler, j'aime sa manière de communiquer avec les gens, j'aime sa manière d'être. Donc, le but, ce n'est pas juste de partir à l'école, remplir ta tête de leçons, non. C'est aussi de échanger avec les gens qui sont dans la même industrie que toi. Et la meilleure manière d'échanger avec les gens qui sont dans la même industrie que toi, c'est de faire des stages. Et les stages, je suis vraiment désolé de dire ça comme ça, mais les stages ne sont pas obligés d'être, dans certains pays, c'est pas payant. Donc, vous faites des stages, vous n'êtes pas payé. Mais votre but, long terme, ce n'est pas la paye que vous recevez en tant que stagiaire, mais c'est l'impact que vous laissez en tant que stagiaire. Parce que lorsque vous allez finir vos études, lorsque vous allez revenir déposer votre candidature, on va vous prendre sans même regarder votre CV. On sait, oh, je connais Hardy Chaima, il travaille ici, wow, ok, il a fini ses études, oh, ok, viens en bord. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que votre avancée dans votre carrière est relationnelle. Cela, je l'ai appris très tard dans ma vie. Je me suis dit qu'il suffisait d'avoir les qualifications pour avancer. Non. Il vous faut développer un network. Un réseau social. Où vous connaissez des gens qui sont dans votre filière, qui prennent des grandes décisions. Si vous connaissez le PDG d'une grande compagnie et que vous cherchez un boulot, il peut faire quelque chose de différent dans votre vie. Et quelquefois, c'est qui vous connaissez, euh, qui vous fait avancer, en fait. Si vous connaissez beaucoup de grands chefs d'entreprise, il est très rare que vous soyez au chômage. Il est très rare. Parce qu'on connaît votre nom. C'est pourquoi il est très important de construire une bonne réputation. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Il est très important de construire une réputation. Et cette réputation est basée sur quoi? Dans la majorité des entreprises, il y a des boulots que personne ne veut faire. C'est comme dans la maison, il y a des trucs, il y a des corvées qu'on ne veut pas faire. Même dans les boulots, il y a des trucs, il y a des tâches que personne ne veut faire. Et lorsque vous prenez ces tâches-là et vous le faites bien, vous laissez un impact à la direction. Vous laissez un impact à la direction. Donc, un, c'est faire des choses que la majorité des gens ne veulent pas faire. Deux, éviter les commérages. Les commérages, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'ai assisté à des commérages où j'écoutais juste, mais je ne dis rien parce que, un, ce que vous dites sera répété et vous pouvez être en problème. Donc, il faut éviter les commérages. Vous êtes venu ici pour être professionnel. Vous n'êtes pas venu ici pour vous intéresser à la vie des gens. Vous n'êtes pas venu ici pour critiquer le management. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on est engagé, on se met à critiquer le management. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Je me rappelle, je travaillais dans un supermarché de la place. Ça, c'est histoire vraie. Maintenant que j'y pense, ça me fait rire. On était toujours understaffed. Understaffed, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de travailleurs pour la journée. Le supermarché, c'était comme, je dirais, Leclerc, les magasins français là. Leclerc, ou si vous êtes au Gabon, c'est Gabo Prix, Bolo, les magasins. En tout cas, des magasins où vous venez acheter le yaourt, etc., etc. Donc, on était toujours understaffed. On n'avait pas assez de
travailleurs. Donc, il y avait un jour un monsieur qui était venu faire un stage. Lui, il était venu faire un stage pour être manager. Il est venu, il commençait à regarder, il m'a vu travailler, il s'est arrêté. Il m'a posé la question, mais comment je trouve le boulot ici? Moi aussi, comme j'étais un innocent, pour ne pas dire ma boule, innocent, naïf. Je dis, oui, ça se passe bien. Il me dit, mais attends, mais dis-moi un peu, est-ce qu'il y a un problème ici qu'on peut régler? Je suis à toute écoute. Je veux vraiment que tu me dises ce qui se passe ici. Moi aussi, j'ai juste répété ce que mes coworkers, les gens qui travaillent avec moi, répétaient, critiquaient. Je disais que, mais en fait, le problème qu'il y a là, c'est que on n'a pas assez de personnes pour faire le boulot. Ça embête vraiment sur la production. Si on peut essayer de manager le nombre de personnes que l'on peut avoir sur le terrain, ça pourrait aider. Il m'a dit, ok, oui, j'ai compris, etc. Après, il est parti. Une semaine après, j'ai été viré. J'ai été viré de cette compagnie-là. On m'a pas viré à cause de ça. On a trouvé une raison pour me virer. Et j'ai compris qu'on ne critique pas le management. Parce que c'est eux qui t'ont recruté pour faire un boulot. On ne critique pas le management. Ce n'est que quand tu es manager que tu peux faire quelque chose par rapport à ça. Mais quand tu es travailleur, non, on ne critique pas le management. Parce que c'est mal vu. Parce que, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le management. Peut-être le management essaie de faire un boulot, mais ils ont des problèmes internes qui font en sorte que euh, ça ne descend pas au niveau des travailleurs et ça crée beaucoup de problèmes. Donc, en fait, on ne sait pas ce qui se passe au niveau du management pour critiquer. Ils ont des informations qu'on ne dispose pas. Ils ont des, euh, des obligations qu'on ne sait pas. Ils ont des directions que on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas critiquer ouvertement le management. Parce que le management nous a engagés pour leur aider à accomplir quelque chose. Donc, nous sommes là pour les aider. Donc, ne critiquez pas le management comme j'ai fait. Ne critiquez pas. Sinon, vous allez aller nulle part. Ne critiquez pas. Quatrièmement, il faut vous méfier des gens avec qui vous travaillez. Il faut vous méfier des gens avec qui vous travaillez. Et ça, j'ai appris ça personnellement, euh, de manière personnelle et ce que j'ai vu. Je vais vous raconter deux histoires. Récemment, j'ai été engagé dans une compagnie de micropuces. Donc, une semaine avant que j'arrive, c'est la scène qui se passe. Il y a eu quatre, quand j'appelle coworker, c'est un mot qui signifie des gens avec qui je travaille. Donc, il y avait cinq coworkers. Un, deux, trois, quatre. Il y avait cinq coworkers. Durant la pause, ils sont partis manger. Ils sont partis manger dans un restaurant mexicain de la place parce qu'ici, au Texas, il y a beaucoup de restaurants mexicains. Donc, durant le repas, il y avait un Mexicain qui a dit, c'était deux Mexicains. Ils n'étaient même pas à cinq, ils étaient peut-être à six. Parce qu'il y avait deux Mexicains, une blanche, trois noirs. Donc, six personnes. Donc, le Mexicain a dit, OK, tu veux essayer une boisson alcoolisée mexicaine? Les trois noirs l'ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Ils ont essayé, ils ont bu un verre. Et puis, ils sont rentrés au boulot. C'était durant la pause du midi. Ils sont rentrés, rien ne s'est passé, etc., etc. Le lendemain, une des personnes avec qui ils étaient partis au restaurant, elle est partie à la direction, elle a dit à la direction que il y a eu des travailleurs qui ont bu durant leurs heures de service. Et là, quand elle part dire ça, c'est les autres travailleurs ne savent pas la situation. Elle part, elle dit ça.
et on licencie tous les trois. Tous les trois travailleurs. C'était des Noirs. Il y avait une femme qui venait à peine d'accoucher et deux hommes. Ils ont perdu leur boulot. Parce que quand ils sont partis manger, ils ont bu un verre alcoolisé. Et la seule personne qui savait ça était à côté d'eux. C'est cette fille, femme blanche là qui est partie. Euh, les, en argot, il est coulé. Ils sont partis. Elle est partie dire à la direction, bon écoute, vous avez des gens ici qui boivent. Et c'est contre le règlement intérieur de la compagnie. Deuxième histoire. J'étais dans la même compagnie là où on m'avait viré. Avant qu'on me vire, j'étais là. Il y avait deux filles qui n'aimaient pas leur superviseur. Il y avait deux filles qui n'aimaient pas leur superviseur. Je ne sais pas pourquoi, mais elles ne l'aimaient pas. Maintenant, un jour, ces filles-là sont en train de parler. Et il y a une fille qui montre sa photo en bikini. Maintenant, le manager, leur superviseur passe. Il dit, ah, si j'étais toi, je ne garderais pas ces photos-là dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'il a dit après les parties. Un mois après, ces deux filles-là sont parties à la direction pour dire à la direction que leur superviseur les a sexuellement, comment dire, harassed. Sexuel, le directeur les a sexuellement attaqués. Sexuellement attaqués, ils appellent ça sexual harassment, pas attaqué, mais du genre, tu peux être sexuellement harassed si tu émets des propos sexuels, harcèlement, voilà. Harcèlement sexuel. Voilà. On l'a limogé à cause de l'harcèlement sexuel. Et je te racontais des histoires pour te dire que les gens avec qui tu travailles ne sont pas des amis. Ce sont tes coworkers, ce sont des gens avec qui tu travailles. Il y a certains qui sont en compétition avec toi parce qu'ils voient que tu fais du bon boulot. Donc, ils veulent chercher des problèmes. Ils veulent te saboter. Voilà, c'est le mot précis. Ils veulent te saboter. Mais ils ne vont pas te saboter euh, de manière directe. C'est de manière directe. Le plus souvent, ce sont les gens qui te sourient toujours. Oui, comment tu vas? Ça va, etc., etc. Alors qu'ils ne t'aiment pas, alors qu'ils sont là pour aller dire toutes les erreurs que tu fais au management. Donc, quand tu es dans le domaine professionnel, tu n'as pas d'amis. Et tu dois faire preuve de discernement. Parce que, comme je disais, si tu es un bon travailleur, il y a des gens qui vont pas t'aimer. Il y a certains qui vont te saboter. Et il faut savoir comment réagir lorsque je te retrouve dans ces cas-là. Si je ne sais pas comment réagir, un, tu peux perdre ta position. Deux, tu peux laisser ta carrière. Trois, tu peux te faire démoter. Tu peux te faire rejeter de l'industrie. Parce que à cause d'une parole ou d'un fait, tout le monde dans l'industrie vont savoir que voilà, toi tu as fait ça et tu ne pourras plus jamais travailler dans cette industrie. Parce que ce qui fait l'industrie, c'est un ensemble d'entreprises et l'ensemble d'entreprises sont dirigées par des hommes et les hommes parlent comme femmes, les hommes et les femmes parlent. Donc tu dois faire très attention. Et je te donne un bonus. Moi, je te conseillerais pas d'avoir une relation amoureuse au boulot. Très dangereux. Les Américains disent don't shit where you eat. Ça veut dire ne, un gros mot en tout cas, ne fais pas des excréments là où tu manges. Il y a des personnes qui réagissent mal lors des ruptures amoureuses et à cause de ça, tu peux perdre ton boulot. Donc, pour éviter le mal de tête, ton boulot, c'est là où tu travailles, c'est là où tu fais ton argent. C'est pas là où tu trouves des amis. C'est pas là où tu trouves, tu trouves des relations amoureuses. C'est vrai, il y a des cas particuliers, il y a des exceptions, oui, je sais. Mais je te parle en général.
Parce que je veux te protéger toi et ton futur. Donc, il faut faire attention dans ce que tu es dans le domaine professionnel. Et la question à se poser, c'est une fois que tu es engagé, comment faire pour avancer dans la compagnie? Je vais être honnête avec toi. Souvent, là où tu es engagé, ce n'est pas là où tu vas avancer. Souvent, là où on t'a engagé après tes études, ce n'est pas là où tu vas avancer. Il y a deux types de compagnies qui interagissent dans ta vie. Il y a une compagnie où tu acquiers l'expérience et il y a une autre compagnie où tu avances avec ton expérience. Il y a des compagnies qui ne veulent pas te voir avancer. Je sais pas pourquoi, ça existe, mais il y a des compagnies qui veulent pas te voir avancer parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas ta face, ils n'aiment pas ta couleur, ils n'aiment pas la manière dont tu parles, ils n'aiment pas ton accent, voilà. Il y a des compagnies comme ça. Ils ne vont pas te faire avancer parce que tu ne cadres pas avec leur image de leadership. Et c'est OK. Maintenant, ton but à toi, c'est d'acquérir de l'expérience. Acquérir de l'expérience dans le domaine. Et après, lorsque tu as acquis cette expérience-là, tu pars chercher une compagnie qui aura besoin de cette expérience-là. Et souvent, lorsque cette compagnie a besoin de ton expérience, ils vont te faire avancer si tu es si tu es un professionnel capable et si tu travailles bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient que dans la compagnie, ils n'avancent pas, mais ils continuent à rester dans la compagnie. Ils voient que dans la compagnie, ils ont des qualifications nécessaires, mais chaque fois qu'ils postulent pour une position supérieure, ils n'avancent pas. Mais au lieu de se dire, OK, peut-être cette compagnie et moi, on ne match pas, on ne vibe pas, et je vais essayer de chercher d'autres compagnies. Ces gens-là restent dans la compagnie et ils moisissent. Ils moisissent. Le temps passe, les années passent, ils sont toujours dans la même position. Alors qu'ils auraient avoir plus d'impact autre part. Et là, quand je parle de ça, je parle de mon cas. J'étais dans une compagnie, bien, grande compagnie. Mais c'était une grande compagnie. Mais le site là où j'étais, voilà, j'étais dans un site précis. Le site là où j'étais, ils ne me voyaient pas comme étant quelqu'un de capable dans leur leadership. Donc, je n'arrivais pas à avancer. Chaque fois que j'essayais d'appliquer pour une position, postuler pour une position supérieure, on me disait toujours, ouais, tu n'es pas qualifié, ouais, etc. Et il me faisait chier. J'avais un superviseur qui me faisait chier, en fait. Il me faisait vraiment chier. Euh, il me, il me, comment- ici on dit ride up. Ride up, c'est quand tu as une mauvaise performance. Et j'avais ces ride up chaque année. Chaque année. Et j'ai appris par la suite que il est comme ça, il est compliqué. Et tout le monde sait qu'il est compliqué, mais il est là. Maintenant, j'ai eu la révélation que ma valeur se trouve autre part. Quand j'ai appliqué dans une autre compagnie, ils m'ont accepté parce que j'avais de l'expérience dans cette compagnie. Et là, dans la compagnie là où je me trouve, je me sens mieux. Ils reconnaissent ma valeur. J'apprends et j'évolue. C'est pourquoi je dis que dans votre vie, vous allez rencontrer deux sortes de compagnies. Cette compagnie où vous n'allez qu'acquérir que de l'expérience, ils ne vont jamais vous voir comme quelqu'un de capable. Mais pour vous, votre but, c'est d'acquérir de l'expérience pour pouvoir appliquer dans d'autres compagnies qui vont apprécier cette expérience, apprécier votre travail et vous faire avancer. Et lorsque vous faites ça, vous allez voir que les choses vont se débloquer. Et c'est OK. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il y a des gens qui vont pas reconnaître notre valeur.
C'est ça, le monde n'est pas parfait. C'est nous qui rendons notre existence pas parfaite, mais meilleure. Trouvez là où vous êtes apprécié. Ne forcez pas. Si on ne vous aime pas, ok, prenez l'expérience, prenez la compétence et allez voir ailleurs. Jusqu'à ce que vous trouviez une place où vous vous sentez à l'aise. C'est ce que beaucoup ont fait, c'est ce que moi j'ai compris. Parce que j'ai remarqué que nous, par exemple, nous, Africains, c'est vrai que nous, Africains, on est un peu loyal. Donc même si on est maltraité, on reste là. Oui, c'est c'est avec le temps qu'ils vont reconnaître ma valeur. Oui, ça ne fait rien. L'homme doit souffrir. Des trucs comme ça. Oui, l'homme doit souffrir, mais l'homme doit souffrir pour un but. On ne souffre pas juste pour souffrir. On souffre, on souffre pour réaliser quelque chose. Si vous ne réalisez pas, il faut vous demander, est-ce que votre souffrance est nécessaire? Est-ce que votre souffrance est indispensable? Parce que vous ne pouvez pas juste souffrir pour souffrir. Donc, revenons à votre développement personnel. Lorsque quand vous finissez l'école, votre but, c'est d'acquérir de l'expérience. Et lorsque vous acquérissez votre expérience, votre but, c'est d'aller là où vous êtes apprécié par rapport à votre expérience. Et maintenant, lorsque vous êtes dans cette compagnie qui apprécie votre compétence, qui apprécie votre travail, parce qu'il faut aussi être travailleur. C'est pourquoi je disais au départ, il faut que vous fassiez des choses que les gens ne veulent pas faire. Il faut que vous appreniez des choses que les gens ne veulent pas apprendre pour que vous puissiez être indispensable. Le but, c'est de faire ce que les autres ne veulent pas faire. C'est tout. De faire ce que les gens de faire ce que les gens trouvent difficile. C'est ça le but. Donc, une fois que vous êtes dans cette compagnie-là et que vous êtes apprécié, il faut maintenant développer votre cercle social. Lorsque je dis développer votre cercle social, je ne parle pas d'être ami avec les gens avec vous travaillez, mais d'échanger. J'ai pas demandé de créer des amitiés, mais d'échanger avec la direction. Dans le sens où il y a comment dire, il y a des fêtes organisées par la compagnie. Il y a des activités organisées par la compagnie. Et dans ces fêtes, dans ces activités, il y a même des conférences organisées par la compagnie. Participer à ça. Participer à ça. Échanger avec les gens de la direction, échanger avec le directeur, échanger avec le PDG s'il est sur place. Mais échanger pour savoir un peu plus sur la direction de votre entreprise. Qu'est-ce que votre entreprise essaie d'accomplir cette année? Qu'est-ce que votre entreprise essaie d'accomplir dans 4, 5, 6 ans? Et quel est votre rôle dans l'accomplissement de ces objectifs? Quand vous parlez avec le PDG, avec la direction, vous aurez une vision claire de là où vous allez et comment ta position aide à accomplir cet objectif-là. Et lorsque vous échangez comme ça avec la direction, votre nom sera connu. Que oui, il y a un petit là, on a échangé, j'ai aimé ses idées, etc., etc. Et lorsque vous mettez de l'impact dans la direction, le jour où ils vont licencier quelqu'un ou le jour où quelqu'un va aller à la retraite et qui cherche un candidat et que vous postulez, vous avez plus de chances d'être retenu. Parce que quoi, vous avez choisi une compagnie qui reconnaît vos compétences. Deux, vous échangez avec la direction. Trois, à cause de ces deux choses-là, vous avez plus de chances d'être retenu à une promotion. C'est comme ça qu'on évolue dans votre carrière professionnelle. Et on atteint un statut social, financier, stable. Maintenant, après avoir atteint
cette situation, cette situation financière et sociale, il va falloir préparer votre retraite. Et ça, ce sera un épisode pour une prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu vous aider à développer votre carrière professionnelle par rapport à ces petits conseils ici et là. Si vous voulez rester en contact avec nous, vous pouvez nous écrire sur contact@chamacapital.com ou nous suivre dans les réseaux sociaux. Chama Capital sur Facebook, Chama Capital sur Twitter et Chama Capital sur Instagram. Allez, à plus. Et aussi, vous pouvez visiter notre site internet, chamacapital.com. Souvent, nous avons des articles qui parlent d'investissement, qui parlent de carrière professionnelle. Nous avons aussi le podcast, des liens de podcast qui sont là. Et bientôt, je crois d'ici 2025, nous allons ouvrir une section de cours où vous pourrez apprendre les bases d'investissement et pourquoi pas préparer votre retraite à votre manière. Allez, à plus.